Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation des programmes i2 Analysis Notebook. Je m'appelle Jean-Jérôme et je fais partie de l'équipe support des produits i2 en France. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va avoir le menu Fichier d'Analysis Notebook. Alors vous voyez que quand je clique sur Fichier, j'ai l'ensemble de ces options ici. Donc on va les voir une à une, donc ça va être une vidéo qui va être un petit peu longue. On va commencer par la commande Nouveau, donc dans le menu Fichier. Et vous voyez que pour Nouveau, les deux options, Nouveau graphe standard et Nouveau à partir du modèle. Donc encore une fois, si je garde la souris sur la commande, j'ai une bulle d'aide qui s'affiche. Donc là, Nouveau à partir du modèle. Ce que ça va faire, c'est ça va permettre de créer un nouveau graphe en choisissant d'abord le modèle qu'on va utiliser. Et Nouveau graphe standard, ça va utiliser le modèle standard d'Analysis Notebook. Donc là, si je clique sur Nouveau graphe standard, c'est simple, c'est un nouveau graphe. Voilà, rien de particulier. On a les palettes d'habitude et on se retrouve en terrain connu. Si je reviens sur le menu Fichier, Nouveau, et si je vais Nouveau à partir du modèle, à ce moment-là, vous voyez que je peux choisir, donc on peut choisir éventuellement de créer un nouveau modèle, ou on peut choisir de créer un graphe à partir d'un modèle que l'on définit. Donc là, Nouveau modèle, donc il y a les modèles locaux, en sachant qu'on peut utiliser des modèles partagés. Donc là, par exemple, on va prendre le modèle du guide utilisateur ligne de temps ibase. Et si on souhaite créer un graphe à partir d'un modèle qui n'apparaît pas ici, à ce moment-là, on va dans Parcourir. Ici, on va pouvoir indiquer l'emplacement du fichier ANT. Donc ANT, c'est pour le modèle de graphe Analysis Notebook. Donc là, si je clique sur le modèle guide utilisateur ligne de temps ibase, donc créer un graphe, et là, vous voyez que dans la palette, ici, on n'a pas d'information. On n'a pas d'information parce qu'on va devoir d'abord se connecter à ibase, et à ce moment-là, quand on sera connecté à ibase, seuls les types d'entités et types de liens qui sont définis dans ibase seront accessibles. Et on voit aussi que on a défini que pour ce modèle-là, on va afficher la ligne temporelle. Après, on a Ouvrir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on clique ici sur une des options, à ce moment-là, par exemple, si je clique sur Nouveau, par défaut, Nouveau va correspondre à Nouveau graphe standard. Et Ouvrir, si je clique ici sur Ouvrir, et pas en choisissant ici, si je clique ici sur Ouvrir, il va m'afficher la fenêtre de sélection du fichier Analysis Notebook, donc ANB. Mais là, moi, ce que je veux, c'est pouvoir ouvrir un des graphes que j'ai ouvert récemment. Donc là, il m'en affiche 8. Et vous voyez qu'ici, à droite de chacun des graphes, j'ai une petite punaise. Ces punaises, si je clique dessus, ça va faire que ce graphe-là va être toujours présenté. C'est-à-dire, même si j'ouvre de nouveaux graphes, ce graphe-là, donc exemple, chercher chemin, il sera toujours présenté dans la liste des graphes récents que l'on peut ouvrir. Donc là, par exemple, si je cherche, peu importe, test anonymisation, voilà, là, il m'ouvre le graphe classique. Là, c'est vraiment la fonction simple d'ouverture de graphe. Ensuite, j'ai enregistré. Alors, là, pour l'instant, c'est grisé parce que ce graphe qui est là n'a pas été modifié, donc évidemment, il ne me propose pas d'enregistrer. Là, si je reviens sur graphe 1, et je vais sur Fichier, Enregistrer, vous voyez que là encore, j'ai deux options, soit enregistrer tout. Par défaut, si je clique ici, il va faire juste enregistrer, l'enregistrer simple, donc enregistrer du graphe qui est actuellement ouvert. Par contre, si je vais sur Enregistrer tout, ce que ça va faire, c'est qu'il va me proposer d'enregistrer l'ensemble des graphes qui sont ouverts et pour lesquels il y a eu des modifications. Ensuite, j'ai Enregistrer sous. Alors, Enregistrer sous, ça va être soit enregistrer sous, donc ça va permettre d'enregistrer ce graphe-là sous un autre nom, soit enregistrer une copie expurgée. Là, ce que ça fait, c'est que ça va permettre d'enregistrer une copie du graphe dans lequel on va cacher une partie des informations. Ça va permettre de pouvoir diffuser un graphe dans lequel on aura supprimé des informations qui ne sont pas diffusables aux personnes qui sont destinataires de cette copie expurgée du graphe. On peut enregistrer le graphe entier en tant qu'image, et enregistrer la vue actuelle en tant qu'image. Donc, ça et ça. Donc, la copie expurgée, ça correspond ici à publier, enregistrer une copie expurgée, et ensuite la possibilité d'enregistrer sous la forme d'une image, ça va être ici, donc soit la vue actuelle, c'est-à-dire en gros ça va enregistrer l'image telle qu'elle est là, soit le graphe entier. Alors, le graphe actuel ici, là c'est par exemple si je zoome ici, la vue actuelle, ça va être juste ça. Alors le graphe entier, ça va être tout le graphe, même ce qui n'est pas visible ici sur mon écran.
Après, on a la page de garde. La page de garde, qu'est-ce que c'est? Ça va permettre d'éditer les informations récapitulatives sur votre graphe. En gros, ce sont des métadonnées. Là, si je clique dessus, là, on va pouvoir donner un titre à mon graphe, un sujet, un auteur. On va pouvoir définir des mots-clés. Les mots-clés vont être séparés par des points-virgules, éventuellement des catégories, des commentaires. Donc, c'est un test. On peut définir des champs avec des valeurs. Donc là, par exemple, je sais pas, n'importe quoi, on va faire nouveau. On va faire la propriété qui va s'appeler champignon. Champignon. Et là, on va l'appeler anémone. Peu importe. OK. Et donc, voilà. Là, j'ai ça. Et on peut demander à ce que cet écran-là s'affiche ou pas à l'ouverture du graphe. Donc là, par défaut, c'est non. Mais si je clique à l'ouverture du graphe, oui. À ce moment-là, lorsque le graphe, ici, donc lorsque je l'aurai enregistré, quand il va s'ouvrir, automatiquement, j'aurai cette page de garde qui va s'afficher. Donc là, je vais faire non. OK. Donc, encore une fois, la page de garde, ça va être intéressant parce que ça va permettre de définir des métadonnées sur le graphe. Après, fermer, donc vous pouvez soit fermer le graphe actuel, soit fermer tous les graphes qui sont actuellement ouverts. On continue la présentation des fonctions qui sont dans le menu fichier. Donc fichier, on en était à fermer, donc là on est sur modèle. Modèle, vous voyez qu'on a encore deux options. On a soit créer modèle, donc créer un modèle à partir du graphe actuel. Le modèle inclut les paramètres tels que les propriétés du graphe, les palettes utilisateurs et les styles par défaut. Et on a aussi fusionner modèle. Fusionner modèle, ça applique les propriétés d'un modèle au graphe actuel. Vous pouvez choisir les éléments d'un modèle à appliquer au graphe. Par exemple, vous pouvez uniquement fusionner les types d'entités, les types de liens et le système de cotation à partir du modèle. Donc là, on va voir le premier, créer modèle. Donc là, si je clique sur créer modèle, ça va me proposer quoi? Ça va me proposer de créer un modèle à partir du graphe. Là, on choisit si on va enregistrer le modèle dans la partie, dans la section des modèles locales ou dans la section des modèles de groupe de travail. Donc là, l'un ou l'autre, peu importe. Et, enfin, peu importe. Si vous voulez, donc le modèle local, il va plutôt être chez vous, chez vous sur votre ordinateur. Et l'idée, c'est que les modèles de groupe de travail soient stockés sur un dossier partagé auquel tout le monde a accès. Donc là, que ce soit l'un ou l'autre, on va pouvoir donc, soit on clique sur la flèche et ça va afficher la liste des modèles qui sont actuellement dans le dossier du modèle local, soit on peut rentrer un nom. Donc là, par exemple, on va appeler test JC. Et ça marchera pareil avec les modèles de groupe de travail. Soit on peut demander à écraser le modèle standard par le nouveau modèle. Donc là, si je clique sur modèle standard, ce que ça va faire, c'est que ça va faire que tous les graphes que je vais créer à partir de maintenant, et donc les graphes qui vont utiliser le modèle standard, vont avoir des informations donc, sur les palettes, sur les types d'entités, types de liens, qui sont actuellement définis ici. Et on peut aussi demander à ce que le modèle qui soit enregistré inclut les éléments du graphe, donc les éléments du graphe actuel, et la légende, s'il y en a une. Alors, habituellement, ça on décoche, parce que dans la plupart du temps, on ne souhaite pas avoir les informations qui sont sur le graphe dans le modèle. Là, je vais vous montrer donc comment faire par exemple pour modifier le modèle standard. Donc là, je vais cliquer sur annuler, puisque pour l'instant, quand j'ai créé ce graphe-là, je l'ai créé avec le modèle standard. Donc là, si je dis que je veux écraser le modèle standard par le nouveau modèle, ben, ce nouveau modèle il sera le même que le modèle standard. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer de mon modèle standard tout ce qui est la partie militaire. J'ai rien contre les militaires, mais c'est juste pour vous montrer. Donc pour ça, je fais un clic droit sur un endroit vide du graphe, je vais dans modifier propriété du graphe, ici dans type d'entité, là je vais choisir la palette militaire AP6 par exemple, voilà, je vais enlever ça, militaire AP6, puisque ça donc ce sont les icônes qui sont liées à donc a priori à l'OTAN, donc ça j'en ai pas besoin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout supprimer ça. Donc je fais CTRL A, voilà, et là, supprimer. La suppression de ces types les supprimera de toutes les palettes, et supprimer, oui. Et donc on va attendre un petit peu, ce qui va supprimer donc tous les types d'entités de cette palette. Ok, militaire AP6, il est vide. Et je vais même supprimer la palette d'icônes militaire AP6. Donc là, je fais OK. Et
Et ensuite, pour modifier la palette donc militaire AP6, qui maintenant est vide, mais la palette existe toujours, je vais ici, donc dans Insérer à partir de la palette, ici les 3 tirets, je clique sur la flèche, modifier palette utilisateur. Là, j'ai la liste des palettes utilisateurs, je cherche militaire AP6, donc type d'entité, j'en ai plus, type de lien, j'en ai plus, il me reste des classes d'attributs et des entrées d'attributs, mais ça, c'est pas grave. Et donc, je clique sur supprimer. Ok, donc là, ma palette d'icônes et de liens qui s'appelait militaire AP6 a été supprimée. Là, je clique sur OK. Et là, maintenant, je reviens sur Fichier, Modèle, Créer modèle. Et là, je vais dire que je vais écraser, donc, ou je vais remplacer l'ancien modèle standard par le nouveau modèle standard. Donc, le nouveau modèle standard, c'est celui-là auquel j'ai enlevé la palette d'icônes militaire AP6. Je clique sur OK. Là, ça me dit que le fichier, donc c'est user, data, roaming, Microsoft, Windows, template, FR standard, ANT existe déjà. Voulez-vous le remplacer? Je clique sur oui. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau graphe. Donc celui-là, je vais le fermer même. Enregistrer la modification dans le graphe, non. Donc là, il m'a créé un nouveau graphe automatiquement. Et il m'a créé un nouveau graphe à partir du modèle standard. Donc là, si je retourne ici dans la liste des palettes, vous voyez que je n'ai plus la palette d'entités militaire IP6 ou AP6. Et là, si je fais donc un nouveau graphe ici, pareil, ici, je n'ai plus les icônes donc autant. Là, si je reviens ici sur Fichier, Modèle, là, Fusionner modèle, là, ça va me faire quoi? Là, ça va me proposer de fusionner mon modèle actuel avec les modèles qui sont dans soit donc les modèles locaux ou des modèles de groupe de travail. Et je peux aussi demander à choisir un modèle, donc un fichier ANT, qui serait dans un autre dossier. À ce moment-là, je peux choisir de fusionner les affichages de comportement, les barres de temps, par défaut, type d'entité, type de lien, classe d'attribut, ainsi de suite. On peut choisir vraiment de fusionner ce qu'on veut sur les deux modèles, le modèle actuel et le modèle que l'on veut sélectionner. Et on peut demander à remplacer les caractéristiques existantes ou pas. Là, je ne vais pas modifier, je clique sur Annuler. La fonction suivante, donc là on était dans Modèle, après c'est Extension. Alors Extension, c'est, vous voyez qu'on le retrouve dans les différents menus ici, donc Extension non sélectionnée, Analyser, Extension, ainsi de suite. La commande extension va contenir les plugins, donc les modules additionnels que vous aurez installés sur Analysis Book. Moi, je n'ai pas de module ou de plugin additionnel, donc ça ne m'affiche rien. Normalement, dans 90% des cas, ou 99% des cas, ici dans extension, ça devrait être vide. Sauf donc si vous avez installé des modules additionnels ou des plugins additionnels. Donc on poursuit la présentation des fonctions du menu Fichier, Fichier, et là on est à Imprimer. Dans Imprimer, on a mise en page, imprimer, impression rapide, imprimer au format PDF et option de sécurité de PDF. Ces fonctions qui sont là, on les retrouve ici dans le menu Publier. Là, si je reviens ici, Fichier, Imprimer. On a ici les 3 fonctions mise en page, imprimer, impression rapide qu'on retrouve ici. Mise en page, imprimer, et dans Imprimer, il y a impression rapide. Et aussi, donc toujours dans Imprimer, on a imprimé au format PDF et option de sécurité de PDF. Et ça, on retrouve ici, imprimer au format PDF, et si je clique ici sur le petit triangle, j'ai option de sécurité de PDF. Alors rapidement, option de sécurité de PDF, ça va permettre de définir des mots de passe et des restrictions appliquées au document. On peut demander à un lecteur de saisir un mot de passe pour pouvoir lire le document, ou pour pouvoir modifier ses droits de sécurité lorsque le document est lu. Donc là, par exemple, si je clique, option de sécurité, là, si je mets un mot de passe, on va dire par exemple Toto, enfin peu importe, voilà. Là, je peux demander à ce que ce mot de passe soit entré lors de l'ouverture du document, et si ce mot de passe est défini, on peut restreindre les droits d'utilisateur, qui va lire le document, donc le graphe au format PDF, pour autoriser ou pas l'utilisateur à imprimer le PDF, le modifier, copier le texte et les graphiques, et ajouter ou modifier des notes. Annuler. Et puis donc pour imprimer au format PDF, avant de pouvoir imprimer au format PDF,
il faut d'abord mettre en page le document. Avec l'option mise en page, donc là si je clique sur mise en page, on va définir la taille du papier, on va définir l'orientation portrait ou paysage, l'échelle, ainsi de suite. Et une fois que ça c'est fait, ok, là on peut demander à imprimer au format PDF. Donc là si je clique ici, là il me demande le nom du fichier PDF. Par défaut le nom du fichier PDF ça va être le nom du graphe, donc là c'est graphe 2, puisque c'est un graphe qui n'a pas encore été enregistré, graphe2.pdf. Donc là je clique sur enregistrer, et on peut ouvrir le document, on peut afficher le PDF dans l'explorateur Windows, ou créer un message électronique en joignant le fichier PDF. Donc là on va juste demander à ouvrir le PDF, ok, et on a bien donc le PDF qui s'affiche. Et ici, sur mon graphe, comme j'ai demandé la mise en page, il m'affiche les limites de la page. Pour enlever ces limites de la page, je dois juste cliquer ici sur le bouton limite de la page pour enlever ça. Donc, ça c'était dans la partie imprimée, donc avec mise en page, imprimer, impression rapide, imprimer au format PDF et option de sécurité. Et par défaut, si je clique juste sur imprimer, ce que ça va faire, c'est que ça va juste m'imprimer le document. Ensuite, j'ai envoyé par mail. Donc ce que ça fait, c'est ça va permettre d'envoyer ce graphe en tant que pièce jointe d'un email. Ce qui peut se passer, c'est la chose suivante. Si je clique ici, vous allez voir ce qui va se passer. J'ai ça, impossible de charger la prise en charge de messagerie. Ça, vous aurez ce message-là lorsque sur votre ordinateur Windows, vous n'avez pas défini un programme par défaut de messagerie. Là, c'est le cas sur mon ordinateur, où je n'ai pas défini quel programme de messagerie Windows doit utiliser lorsque on demande à Windows d'envoyer un email. Alors, soit donc vous avez ça, à ce moment-là, si vous avez ça, ce qu'il faut faire, il faut configurer Windows pour définir quel programme de messagerie doit être utilisé. Si vous n'avez pas ce message-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir votre programme de messagerie qui va s'ouvrir, donc ça peut être Outlook, ça peut être Thunderbird, ou un autre programme, peu importe. Et à ce moment-là, donc, dans ce mail, vous aurez comme pièce jointe ce graphe-là qui va être attaché. Et vous pourrez donc, à ce moment-là, c'est un mail simple, vous pouvez définir donc la liste des destinataires, le titre ou l'objet du message, le texte, ainsi de suite. On poursuit dans le menu fichier, on a la partie propriété du graphe. Dans cette partie-là, on a plusieurs fonctions. On a propriété du graphe, qui est l'option par défaut si on clique ici. On a palette utilisateur, style par défaut, charger les types sémantiques personnalisés à partir d'un fichier, enregistrer les types sémantiques personnalisés dans un fichier, et lien OLE. Donc on va voir l'ensemble de ces fonctions. Alors, propriété du graphe, si je clique ici, je vais avoir cet écran qui s'affiche. Cet écran-là, on peut l'avoir d'une autre façon. Là, si je clique sur annuler, en faisant un clic droit sur l'endroit vide du graphe, et modifier propriété du graphe. Voilà, on a la même chose. Donc là, je ne vais pas entrer dans les détails de cet écran, parce que ça fera une vidéo qui sera trop longue. Je vais faire une vidéo dédiée à ça. Mais en résumé, ça vous permet de modifier les propriétés du graphe, donc avec les options d'affichage, de comportement, ainsi de suite. Annuler, fichier, propriété du graphe, ici, palette utilisateur. Palette utilisateur, donc ça permet d'éditer les palettes contenues dans le graphe actuel. On peut créer, dupliquer, renommer et supprimer des palettes. On avait déjà vu ça lorsque je vous avais montré comment faire pour supprimer une des palettes, donc une palette d'entité qui était militaire AP6. J'étais passé par ici, donc là, c'est juste si je fais annuler, j'étais allé ici et dans modifier les palettes d'utilisateurs. Que je clique ici ou que je passe par fichier, propriété du graphe, palette utilisateur, ça revient au même. Donc là, on a la liste des palettes utilisateurs. Je peux en créer une en cliquant sur nouveau. Je peux reproduire une palette. La reproduire, ça veut dire que ça va créer une copie de la palette pour pouvoir éventuellement renommer la nouvelle palette ou modifier. Et je peux supprimer. Donc là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je créerai une autre vidéo dédiée aux palettes. Annuler. Fichier. Propriété du graphe. Style par défaut. Donc là, style par défaut, ça permet de définir le style par défaut des entités et des liens. Pour les entités, vous pouvez définir un style par défaut différent pour chaque représentation. Par exemple, vous pouvez définir une police de libellé par défaut pour les icônes.
De la même façon que la fonction propriété du graphe, on pouvait y accéder depuis un clic droit du graphe, style par défaut c'est pareil. Style par défaut, je peux soit y accéder depuis ici, soit depuis un endroit vide du graphe, clic droit, définir style par défaut. Ça revient au même. Donc là, comme je présente le menu fichier, je vais passer par là, fichier, propriété du graphe et style par défaut. Donc style par défaut, là aussi je vais créer une autre vidéo dédiée à ça, mais juste rapidement. Ça va permettre de définir pour les blocs de texte, donc les blocs de texte, ça correspond à ça. Donc là, les blocs de texte, le cercle ça va être ça, l'encadré, ça va être de mémoire ça, l'événement, ça va être ça, l'icône, l'icône c'est l'icône classique ça, le libellé, ça va être donc les libellés des entités et des liens, les liens, ainsi de suite. Ligne de thème ça va être ça, et objet OLE, ça va être ça. Alors là, il faut faire attention, parce que donc là je suis dans la partie icône, donc de définir style par défaut, et on pourrait penser que on peut par exemple demander à ce que, au hasard, mes types d'entité compte, l'agrandissement soit 2 fois. Et là, on pourrait penser que cet agrandissement double ne concerne que compte. En fait, non. En fait, il va concerner l'ensemble des types d'entités. Là, si je me mets sur téléphone, j'ai toujours double. Donc, pour l'instant, dans la version actuelle d'Addison Book, on ne peut pas demander à ce que pour un type d'entité particulier, par exemple donc voiture ou compte, peu importe, on ait une nuance différente ou on ait un agrandissement différent. Pareil pour les liens. Là, pour les liens, on pourrait demander par exemple à ce que, donc là si je me mets sur commun, on pourrait demander à ce que les transactions, la flèche soit de la gauche vers la droite. Mais là si je change, donc pour transaction, en fait ça va me changer pour tout le type de lien. Là pour lien, ça m'a conservé le choix de la flèche de la gauche vers la droite. Donc j'ai fait une demande d'amélioration pour qu'on puisse avoir l'information sur la flèche, et pareil pour la largeur, pareil pour la solidité. Là, si je mets largeur égale 6, si je vais sur propriétaire, ça m'a conservé largeur égale 6. Solidité, pareil, confirmé, non confirmé, associé, voilà. Donc là vraiment, il faut faire attention, parce que ces informations-là de solidité, largeur, couleur et flèche, ça va être affecté, ou ça va être associé à l'ensemble des types de liens. Pour le libellé, donc par défaut, on peut demander à afficher uniquement le libellé, on peut demander à afficher en plus la description, la date, la quotation, ainsi de suite. On peut demander à couper le texte. Alors couper le texte, ça veut dire quoi? Ça va être que si le texte est plus long que 5 cm, ça va en fait couper le texte. Et pour la date et heure affichée, on va pouvoir formater l'affichage des dates et des heures avec le format, donc soit description, soit le format, donc le format date et heure du système. Voilà. Après, par exemple, sur événement, donc sur événement, c'est toujours pareil, l'agrandissement, la ligne, ainsi de suite, ça va impacter l'ensemble des types d'entités ou des types d'événements qui sont ici. Donc, encore une fois, gardez bien en tête que quand on fait des modifications, ça va impacter l'ensemble des types d'entités. Là, je clique sur Annuler pour ne pas enregistrer mes modifications. Et je continue. Fichier, propriété du graphe. Et là, j'ai chargé les types sémantiques personnalisés et enregistré les types sémantiques personnalisés dans un fichier. Alors, les types sémantiques, en fait, ils vont être définis dans eBay Designer. Dans eBay Designer, on a la possibilité de définir des types sémantiques. On peut aussi créer des types sémantiques personnalisés depuis un ISOBook. Par exemple, imaginons que je souhaite ajouter un nouveau type d'entité qui est les trottinettes électriques. On va voir donc comment on va faire pour ajouter ce nouveau type d'entité et on va voir comment on va pouvoir définir un type sémantique personnalisé pour les trottinettes électriques. Là, j'ai récupéré une image de trottinette électrique. Je suis allé sur paint.net où j'ai créé donc ce fichier, qui est un fichier PNG. Là, le petit échiquier gris derrière, c'est parce que le fond de l'image est transparent. Donc là, je vais faire CTRL-S, j'enregistre en PNG, je vais appeler ça trottinette, et je vais le placer dans Document, i2, i2Shared, Custom Image, Screen, Icons, voilà, et donc là, j'appelle ça trottinette.png. Enregistrer.
Ok, très bien. La taille, elle est de 256 par 256, ce qui est la taille normale d'une icône qui va être utilisée sur Anisebook. Donc là, je peux fermer, je retourne sur Anisebook, et là, je vais pouvoir créer, ou je vais pouvoir ajouter ce nouveau type d'entité. Donc là, je fais clic droit, modifier propriété du graphe, type d'entité, je vais aller dans Nouveau, là, je vais appeler ça trottinette. Voilà, l'icône, le fichier, sélectionner une icône. Donc là, c'est un petit peu long parce qu'il va me chercher toutes les icônes standards, plus mes icônes personnalisées. Donc les icônes personnalisées, elles sont dans mes documents, Add to Shared, Custom Image, ainsi de suite. Donc là, si je cherche trottinette, donc trottinette, ça n'y est pas. Donc on va juste faire actualiser la liste. Donc voilà, ça a pris quelques minutes. Là, si maintenant, nom de fichier, je cherche trottinette, TRO, trottinette, voilà, il me l'a trouvé, trottinette, très bien, ok. Nuance, aucune, couleur de ligne, ça c'est bon. Et donc, type sémantique, c'est là où je vais pouvoir définir quel est le type sémantique de la trottinette. Alors, là, donc je clique sur les trois petits points, et là maintenant, il faut que je trouve dans quel type sémantique par an je vais pouvoir le mettre. Alors, type sémantique, ce qu'on va pouvoir faire, c'est par exemple chercher voiture, parce que je sais que trottinette n'est pas une voiture, mais si on regarde dans quel type sémantique se trouve voiture, on va pouvoir placer, on va pouvoir créer un type sémantique qui sera à peu près au niveau de voiture, puisque donc type sémantique de trottinette, qui sera un nouveau type sémantique personnalisé, il sera au niveau de automobile, puisque donc là on a automobile, bus, camion, moto, voiture. On a aéronef, bateau, bicyclette, train. Alors, là, on peut se poser la question, est-ce que trottinette, ça va être un sous-type sémantique d'automobile, à côté de bus, camion, moto, voiture, ou est-ce que ça va être un sous-type sémantique au niveau transport, ou alors au niveau bicyclette? Là, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que ça va être un type sémantique ou un sous-type sémantique de transport. Donc là, je fais un clic droit, et là, j'ai nouveau. Et là, vous voyez, ici, j'ai donc nouveau transport qui s'affiche, et l'icône ici du petit bonhomme est rouge, ou il a une chemise rouge. Donc là, nouveau, donc là on va appeler trottinette, ok, et ok. Et on va toujours modifier quelque chose, donc là on va mettre trottinette dans la palette utilisateur, non pas militaire, parce qu'évidemment ça n'a rien à voir avec militaire, mais dans véhicule. Et là je clique sur OK. Là, je clique à nouveau sur OK, puisque j'ai terminé, ou ce que je peux faire, c'est juste vérifier. Si je vais ici dans Véhicule, on va vérifier, est-ce que j'ai trottinette? Trottinette, oui. Trottinette, véhicule, parfait. Donc là, je clique sur OK. Et maintenant, juste pour montrer, si je vais dans Véhicule, et que je descends, là, j'ai la trottinette. Donc je peux dire que l'homme 2 est relié à la trottinette. Et maintenant, si je reviens dans le menu fichier, propriété du graphe, enregistrer les types sémantiques personnalisés dans un fichier. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défini un nouveau type sémantique personnalisé, qui est type sémantique trottinette, dans Anisebook. Et je veux enregistrer ce type sémantique personnalisé. Donc là, je clique dessus. Là, je vais me mettre au niveau i2 et je vais appeler ça jjc.mtc, puisque l'extension des fichiers de type sémantique personnalisé correspond à MTC. Et je clique sur enregistrer. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est que là, j'ai modifié donc mon graphe pour ajouter un type sémantique personnalisé, mais si je ferme Anisebook et que je rouvre Anisebook, ce type sémantique va disparaître. Donc pour enregistrer le type d'entité et le type sémantique personnalisé qui est associé, il faut que j'enregistre les modifications dans le modèle de graphe Anisebook, donc le modèle standard de graphe Anisebook. Donc là, je remonte, fichier, modèle, créer modèle, et là je dis modèle standard.
OK, et OK. Voilà. Donc là, si je ferme ce graphe, non, voilà, dans véhicule, j'ai toujours trottinette. Donc là, je peux créer des trottinettes autant que je veux. Et donc ce fichier de type sémantique personnalisé, je vais pouvoir l'envoyer ou le partager à des collègues en allant dans Propriétés du graphe. Donc j'envoie ce fichier-là, donc ce fichier MTC. À ce moment-là, les autres personnes peuvent charger ce fichier, donc ils peuvent charger les types sémantiques personnalisés à partir du fichier MTC. Donc si j'envoie mon fichier à un collègue ou à un autre service, il pourra télécharger ce fichier, il pourra charger ce fichier pour que le type d'entité et le type sémantique trottinette soient disponibles dans AnisoBook. La fonction suivante dans le menu fichier, tout dans Propriétés du graphe, c'est lien OLE. Alors lien OLE, pour vous montrer à quoi ça sert, ce qu'il faut, c'est qu'il faut que je commence par mettre sur mon graphe des objets OLE. Pour ça, je vais ici, donc, dans Insérer à partir de la palette, je clique sur Objet OLE, voilà, je prends par exemple un document, ok, et là, ce que ça me fait, c'est que ça me propose d'insérer un objet. Alors, je peux donc soit créer un nouvel objet, mais ce que je vais faire, c'est que je vais importer sur mon graphe un objet OLE à partir d'un fichier existant déjà. Donc, créer à partir d'un fichier. Donc là, je vais choisir un fichier existant, parcourir. Je descends ici, je vais prendre un fichier Word, peu importe lequel, par exemple celui-ci. OK. Et là, je clique sur Lier. Alors, vous voyez, quand je coche Lier, ce que ça me dit, c'est insère une image du contenu du fichier dans votre document. Alors, image, il ne faut pas l'entendre au sens image graphique, mais en fait, ça va insérer en quelque sorte une copie du fichier dans votre document. L'image sera liée au fichier pour que les modifications du fichier se retrouvent dans votre document. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fichier, donc plutôt l'objet OLE, ou le document donc à présent, qui va être mis sur le graphe, il n'est pas figé sur le graphe. Ce fichier, lorsque AnisoBook va s'ouvrir et va ouvrir le graphe, en fait, AnisoBook va aller charger le contenu du fichier dans le fichier original. Alors que si ici je décoche lié, ce que ça fait, c'est que ça va insérer le contenu du fichier en tant qu'objet dans votre document pour que vous puissiez l'activer en utilisant le programme qu'il a créé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'insère un fichier, donc un objet OLE, et que je décoche lié, ça va me créer une copie du fichier, mais si je modifie le fichier original, les modifications ne seront pas impactées, ne seront pas visibles dans mon graphe AnisoBook. Alors que si je modifie mon fichier Word ou Excel original, les modifications seront automatiquement prises en compte par AnisoBook. Et après, je peux aussi choisir d'afficher sous la forme d'icône. Alors, dans le cas d'un document Word ou Excel, si je coche ici afficher sous forme d'icône, j'aurai juste sur mon graphe une petite icône, donc un W de Word ou un E d'Excel, ainsi de suite. Alors que si je laisse décocher ici cette option, je vais pouvoir voir le document qui va s'afficher sur mon graphe. Donc là, je vais laisser décocher, je clique sur OK. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai mon fichier Word qui apparaît. Sachant que je peux mettre en petit, ainsi de suite. Je vais faire pareil avec un fichier Excel. Donc là, je reprends le document. OK. Créer à partir d'un fichier, lier, parcourir. Je vais choisir un fichier Excel un peu au hasard. Je dois avoir des fichiers Excel qui ne sont pas trop grands. Celui-là, par exemple, peu importe. Ouvrir. OK. Voilà. Alors, il faut faire attention parce que la fonction ici, fichier, propriété du graphe, lien OLE, n'est valable que pour certains types de fichiers. Ces types de fichiers, si ici je retourne, donc toujours je suis dans Insérer à partir de la palette, et ici j'ai objet OLE qui est sélectionné, document. Là, seuls les fichiers qui sont ici dans la liste des types d'objets, donc document WordPad, PenBrush, donc PenBrush c'est les fichiers BMP, des fichiers Excel 97, des graphes Excel, qu'est-ce que j'ai d'autre? Des PowerPoint, des fichiers PowerPoint, des fichiers Word, des présentations Open Document, des textes et des tableurs Open Document et Package.
Ce qui fait que si vous importez un fichier qui n'est pas dans cette liste-là, par exemple là, si je fais créer à partir d'un fichier et que je vais choisir une image, alors une image, je vais prendre image, ça, donc encore une fois, ça ce sont des personnes qui n'existent pas, les visages ont été créés par un programme d'intelligence artificielle, donc au hasard celui-là, ok, je le lis, ok, là il m'affiche ça. Donc là, si maintenant je retourne sur fichier, propriété du graphe, lien OLE. Donc ça m'affiche cet écran-là, avec deux lignes. La première ligne, ça correspond à, donc la source, c'est mon document Word, donc ANB attribué à l'analyse. Le type, Microsoft Word 97 2003 document, et après mise à jour automatique, manuelle, ainsi de suite. Et pour celui-là, c'est mon fichier Excel. Et vous voyez que mon fichier JPEG ou PNG n'apparaît pas ici. Il n'apparaît pas parce qu'il ne fait pas partie de la liste des types de fichiers que l'on peut insérer en tant qu'objet OLE lié. Alors ça, c'est pas lié à AnisoBook, c'est lié à Windows et à la façon dont Windows gère les objets OLE liés. Donc pour ces deux objets, le document Word et le document Excel, je peux choisir les actions que je veux. Donc là, je prends par exemple le document Word, et pour le document Word, je peux demander à ce que la mise à jour soit automatique ou manuelle. Automatique, ça veut dire que à chaque fois que AnisoBook va ouvrir le graphe, il va aller chercher, il va aller vérifier, est-ce que le document Word initial a été modifié? Si oui, il va mettre à jour le contenu ici du document Word qui est sur mon graphe. Si c'est manuel, à ce moment-là, il faudra aller donc dans Fichier, Propriété du graphe, Lien OLE, et demander à ce que manuellement on mette à jour le graphe. On mette à jour le fichier Word sur mon graphe. C'est pour ça que j'ai ici le bouton Mettre à jour maintenant. Je peux aussi demander à ouvrir la source. Donc là, si je fais ouvrir la source, ce que ça va faire, ça va m'ouvrir mon document dans Word. Je reviens ici sur Propriété du graphe, Lien OLE, mon fichier. Si je fais modifier la source, là, on va pouvoir dire, en fait, je ne veux plus ce fichier-là, mais je veux choisir un autre fichier. Alors, ça peut être intéressant aussi lorsque le fichier initial a été déplacé. S'il a été déplacé, en fait, il n'est plus dans le dossier A et tout, mais il est dans le dossier, peu importe, X, Y, Z. À ce moment-là, on va indiquer à AnisoBook où se trouve le fichier. Annuler. Et puis, interrompre la liaison. Interrompre la liaison, ce que ça va faire, c'est ça va casser le lien OLE entre le graphe donc ici, et puis le fichier ou fichier Word initial. Donc là, si je clique sur interrompre la liaison, interrompre une liaison la déconnectera de sa source de liaison. Voulez-vous vraiment l'interrompre? Si je clique sur non, ça va annuler l'opération. Si je clique sur oui, voilà. Si je clique sur oui, à ce moment-là, ce document Word ici, il est figé. C'est-à-dire, au lieu qu'il soit lié, et au lieu qu'il aille prendre le contenu de ce document dans le document Word réel, initial, en fait, AnisoBook a créé une copie du document Word qui sera figée. Là, si maintenant que ce document Word, la liaison a été coupée, si je fais une modification dans mon fichier Word de départ, cette modification ne sera pas visible ici. Donc, les objets OLE, je ferai une vidéo un petit peu plus tard sur comment utiliser les objets OLE, quelles sont les particularités, avec des exemples, parce que là, ça sort un peu du cadre de cette vidéo. On continue, toujours dans le menu Fichier, avec à propos d'AnisoBook. Donc, à propos d'AnisoBook, ça affiche cet écran-là, et ce qui est important, c'est que lorsque vous contactez le support i2, ce dont vous allez avoir besoin, c'est la version d'AnisoBook. Donc là, on voit qu'on est en version 9.2.2, éventuellement l'édition, donc l'édition 373. On aura aussi besoin, donc le 11 c'est le support, on aura aussi besoin de la version de Windows, donc là on est Windows Entreprise 10, et ce qu'on va aussi vous demander souvent, c'est d'afficher les informations système. Donc pour ça, on clique sur informations système, ça affiche tout ça, ok, on ferme ça aussi, et là si vous cliquez sur copier, ça va copier l'ensemble des informations système. Donc là, c'est toujours un bloc-notes. Voilà, et je fais coller. Ça va coller toutes les informations importantes pour AnisoBook, donc avec
Donc la version, la langue, l'édition, mais ça va aussi coller des informations sur l'emplacement des différents modules, donc le module ANB, EXE, ainsi de suite. Et ça, souvent, ça va être intéressant, pas toujours, mais ça va être intéressant de pouvoir, que vous nous envoyiez ces informations-là pour qu'on puisse vous aider à résoudre des problèmes. Donc là, je peux fermer, ne pas enregistrer. Donc là, je répète, c'est très simple, c'est dans le menu Fichier, à propos d'AnySoftBook. Là, vous cliquez sur Copier, et après, donc, vous collez ça dans un petit document texte, et vous nous l'envoyez au cas où on vous le demande. Et OK. On continue, donc menu Fichier, et le dernier, c'est simple, c'est Quitter. Donc quitter, ça va quitter l'application. Alors, il ne faut pas confondre fermer et quitter. Fermer, ça va fermer les graphes ouverts actuellement, et quitter, ça va fermer AnySoftBook. Donc pour quitter, on a plusieurs options. Soit je clique ici, donc dans le menu Fichier, Quitter, soit je clique ici en haut à droite sur le X, donc le X de fermer, le X classique, soit on peut aussi appuyer sur la combinaison de touches Alt F4. Voilà, j'espère que cette présentation du menu Fichier, avec donc l'ensemble des commandes et des sous-commandes, aura été claire et vous permettra de mieux utiliser le programme AnySoftBook. Si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous cette vidéo. Merci, au revoir.